Non, regardez, c'est peut-être l'image du jour. Vous la commentez avec moi, Valérie ? C'est l'accueil royal réservé à Donald Trump ce matin lors de son arrivée en Arabie Saoudite. Regardez, accueilli. Alors, malheureusement, c'est pas l'image que j'avais au début. Ça, c'est la cérémonie protocolaire qui a commencé. Mais en fait, on avait une image normalement juste avant. C'était la descente d'avion de Donald Trump, accueilli par le prince héritier MBS en personne, qui a fait le déplacement jusqu'à l'aéroport. Quel symbole! Je lisais tout à l'heure dans la presse américaine une expression qui m'a fait éclater de rire en disant que Donald Trump n'aimait rien tant que la royauté. Et d'ailleurs, après être allé dans les monarchies du Golfe, il se rendra au Royaume-Uni rencontrer le roi Charles et la reine Camilla en septembre. Il adore ça. C'est l'apparat, les honneurs, les dorures. Donc voilà, d'une certaine manière, là, il est à la maison. Il est à la maison avec une autre image, l'autre symbole. Regardez, les Saoudiens ont fait les choses en grand, décidément, avec une escorte personnalisée d'Air Force One avant son arrivée à Riyad. Regardez, c'est l'aviation saoudienne qui escortait le convoi présidentiel, et ça a été très apprécié par la présidence, par l'administration, parce que ça a été tweeté par l'un des conseillers de Donald Trump. Qu'est-ce que fait Donald Trump ici? On rappelle, c'est son premier voyage à l'étranger depuis son retour à la Maison-Blanche. Les funérailles d'État du pape. Or, les funérailles d'État des papes, évidemment, c'était juste une visite d'État quand même, mais pour les funérailles du pape François. Là, c'est un vrai voyage d'État avec un but précis. Quel est-il? Jade Partouche nous a rejoint. Jade, racontez-nous alors. Alors c'est un voyage en fait très clairement pour la Maison-Blanche, c'est la Maison-Blanche qui le dit, un voyage à 1000 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'il y a dans la tête de Donald Trump. On parle de quoi? Bien, vous le voyez, contrat d'armement, contrat d'aéronautique avec la vente par exemple d'hélicoptères Chinook aux Émirats Arabes Unis. Ça a déjà été dealé pour un montant de 1,4 milliard de dollars. On parle également d'accords sur l'intelligence artificielle. L'Arabie Saoudite vient d'annoncer un programme de lancement justement de son propre programme en matière d'intelligence artificielle, et donc compte sur les semi-conducteurs, sur toutes les technologies de pointe en fait que peuvent apporter les États-Unis. À cela, vous ajoutez également des accords sur les crypto-monnaies qui ont été évoqués, ou encore sur les métaux rares. Vous savez qu'avec la Chine en ennemi, les États-Unis cherchent à diversifier ses fournisseurs. Donc l'Arabie Saoudite peut être effectivement une solution. Tout autant de deals que Donald Trump espère médiatiser à son retour dans son pays. Alors rêve ou réalité, en janvier, le prince héritier saoudien s'était déjà engagé à investir 600 milliards de dollars. Là, Donald Trump espère faire grimper la promesse à 1000 milliards. Il participe d'ailleurs aujourd'hui à un grand forum économique avec des contrats à la clé. Alors, il suffit de regarder les participants pour le comprendre. Vous avez par exemple les dirigeants d'Amazon, d'Uber, de Coca-Cola, de Google, de Boeing, pour ne vous en citer que quelques-uns. Lors du premier mandat de Donald Trump, 450 milliards de dollars avaient été promis. Seulement 14 ont été investis. On voit que tout n'est pas gagné non plus. Effectivement, mais il a quand même quelques atouts dans sa poche. Oui, l'opinion, les journalistes de l'opinion parlent du Golfe comme de l'happy place de Donald Trump, sa région de cœur. Pourquoi? Avant d'être président, il ne faut pas oublier que Donald Trump est quand même un magnat de l'immobilier, que tous les milliardaires qui investissent aujourd'hui dans les pays du Golfe sont des milliardaires que Donald Trump connaît de près ou de loin, tout comme sa famille ou ses proches conseillers. Steve Witkoff, par exemple, qui entretient des relations commerciales privilégiées avec les pays du Golfe. Jared Kushner, également le beau-fils de Donald Trump. Eric Trump, qui est récemment rentré d'un voyage au Qatar et aux Émirats Arabes Unis avec plusieurs contrats importants. Des liens commerciaux sont donc évidents, et Donald Trump est en terrain conquis, et il le sait, sachant en plus que les pays du Golfe incarnent aujourd'hui, pour Donald Trump, vous l'avez dit à demi-mot, tout ce qu'il rêve d'être. Les dirigeants que Donald Trump s'apprête à rencontrer sont, je cite Steve Witkoff, jeunes, puissants et sans contrainte. C'est ce qu'il avait dit au micro de Tucker Carlson. Donald Trump aspire à gouverner avec tout aussi peu de garde-fous. C'est ce que déclare cet expert du Moyen-Orient, à l'extrême opposé donc de cette Europe vieillissante et enracinée dans cette bureaucratie un peu handicapante aux yeux de Donald Trump en tout cas. Donald Trump, ne l'oublions pas, vous l'avez dit Valérie, aime tout ce qu'il brille. Oui. Et là, en l'occurrence, il a été accueilli comme un roi. La preuve avec les images qu'on vient de voir, mais lors de son précédent mandat, il avait été accueilli également grand prince. Il était reparti avec une liste de cadeaux à n'en plus finir, pour ne vous en citer que quelques-uns: des manteaux en peau de tigre, des réveils Chopard, une dague qui avait été incrustée de pierres précieuses. Cette fois-ci, on l'a peut-être évoqué, c'est un cadeau XXL que promet le Qatar, avec un Boeing 747 pour remplacer les 2 avions vieillissants de la flotte présidentielle.
Certains parlent déjà de conflit d'intérêts, absolument pas pour Donald Trump qui dit, vous le voyez, si nous pouvons obtenir un Boeing 747 pour l'utiliser pendant quelques années, c'est un très beau geste, ce serait stupide de refuser. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Jade. On poursuit donc la discussion sur, effectivement, ça donne le tournis, tous ces chiffres et ce voyage qui coûte des milliards, qui promet des milliards en tout cas. Yves Bourdillon est en direct avec nous. Bonjour. Journaliste au service international des Échos. En fait, c'est un voyage d'affaires là pour Donald Trump ? Comme toujours dans les voyages de Donald Trump, il y a une forte composante économique et avec beaucoup de contrats, mais il y a aussi une dimension géopolitique. Donc pour ce qui est du voyage d'affaires, vous venez d'évoquer, effectivement, il y a aussi l'intelligence artificielle avec des livraisons peut-être de puces Nvidia, l'énergie, le transport, avec à l'instant l'annonce de l'achat d'une trentaine de Boeing 747 par une compagnie saoudienne, donc d'une valeur de 1,5 milliard, je crois. Donc tout cela fait des sommes considérables, mais évidemment le chiffre annoncé de 1 000 milliards de dollars, c'est un effet d'annonce parce que ça ne tient pas trop debout, c'est-à-dire que le chiffre déjà de 600 milliards annoncé en janvier par MBS, le numéro 1 de facto de l'Arabie Saoudite, et c'était sur 4 ans, et on voit bien qu'il y a une différence entre ce qui est dit et ce qui est fait, et là 1 000 milliards ça représente tout simplement le PIB annuel de l'Arabie Saoudite et l'ensemble des portefeuilles du Fonds public d'investissement de l'Arabie Saoudite. Donc ça, c'est un chiffre, un effet d'annonce. Et puis, il y a aussi l'aspect géopolitique, c'est-à-dire avec des grands sujets de crises dans le Moyen-Orient en ce moment, c'est-à-dire essentiellement Gaza, les négociations sur le nucléaire iranien qui soi-disant avance, mais il y a encore quand même des détails qui ne sont pas du tout des détails. C'est la quantité d'uranium enrichi en isotope de la bombe atomique que l'Iran voudrait pouvoir produire en signant un deal avec les États-Unis en échange de la levée des sanctions. Et puis aussi, surtout, la Syrie, puisque le président Trump va rencontrer Al-Shara, le président par intérim de la Syrie, qui est un ex-djihadiste, mais donc on peut se poser la question de savoir si on peut être ex-djihadiste, mais en tout cas, le pragmatisme recommande de lui parler, et ça, c'est un événement tout à fait considérable. Donc, il y a quand même un volet diplomatique. Il y a quand même un mélange des genres qui nous apparaît peut-être un peu gênant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Jade nous en parlait il y a un instant, les fils de Donald Trump qui ont fait une tournée au préalable dans les pays du Golfe, avec notamment Eric Trump qui se vante, même sur son compte Twitter, d'avoir signé un méga contrat pour la construction d'un golf et de résidences de luxe au Qatar. On se dit, Donald Trump, il est là, effectivement, en tant que président des États-Unis, ou pour poursuivre le business de sa Trump Organization ? Le mélange des genres n'est pas choquant si on parle de géopolitique d'un côté et de contrat pour un État de l'autre. Ça se fait dans tous les voyages de tous les pays. Ce qui, effectivement, est très embêtant, c'est le mélange des genres quand il y a des affaires familiales. Et effectivement, Donald Trump a tendance à négocier aussi pour le compte de sa famille. Vous venez d'évoquer son gendre, Jared Kushner, dirige un fonds d'investissement qui a reçu 2 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite. Alors, la distinction est parfois floue dans la région entre patrimoine public et patrimoine privé, puisque ce sont des monarchies absolues. Mais effectivement, dans un pays occidental, ça fait mauvais genre, tout comme d'ailleurs le don évoqué d'un Boeing 747 par le Qatar. Là aussi, normalement, ça ne se fait pas, c'est-à-dire qu'un président n'a pas le droit de recevoir des cadeaux, un président américain n'a pas le droit de recevoir des cadeaux, selon la Constitution, mais là, ils vont contourner l'affaire juridiquement en disant que c'est un cadeau, d'abord à l'armée de l'air américaine, et ensuite, ça sera transmis à sa fondation. On n'est pas obligé d'être convaincu. Oui, ça reste troublant. Vous avez raison. Merci beaucoup, Yves Bourdillon. Pour reprendre cette question, pourquoi Donald Trump est mis sur le Golfe aujourd'hui, Magali ? Parce que, en effet, le Golfe, ces pays du Golfe représentent tout ce qu'il aime. C'est quand même et ce sont des pays où l'argent quand même coule à flot et où il peut signer des contrats extrêmement intéressants. Il est dans une position économiquement qui est pas facile parce que son affaire des droits de douane et de sa guerre commerciale quand même pas débouché sur grand chose. Et là vraiment s'il peut revenir, alors en annonçant ce chiffre mirobolant de 1 000 milliards de dollars, qui est peut-être un chiffre qui représente pas grand chose, mais
C'est pour vous dire qu'il va en faire de la communication à outrance. C'est une évidence pour montrer que ce qu'il a promis aux Américains, des deals, eh bien, c'est bien ce qu'il peut obtenir. Et en face, on l'a très bien compris, du côté de Mohamed Ben Salman, qui est quand même... Qui est assez gré à Donald Trump d'avoir été très, très lâche dans sa condamnation, vous savez, de l'opposant Khashoggi qui avait été assassiné par MBF, donc le prince héritier, dans le consulat d'Istanbul. Derrière Joe Biden, c'était en 2018 ça. Donald Trump n'en avait pas fait grand cas. Joe Biden, derrière, avait dit l'Arabie Saoudite, c'est un État paria. Je ne sais plus quelle était exactement l'expression. Mais les mots étaient extrêmement forts. On voit bien que pour Donald Trump, finalement, ces questions de droits de l'homme ne sont pas primordiales. Non. Et donc, ce qu'il vient faire là, c'est du business, d'abord et avant tout, pour bien dire à quel point c'est un négociateur hors pair, une façon de le prouver à son électorat au moment où certains commencent à quand même avoir des doutes.